Alors, les fibres, lesquelles, pour qui? D'abord, la définition. Les fibres, c'est des polysaccharides, c'est-à-dire des chaînes de sucre, des longues chaînes qui résistent à l'action des enzymes digestives humaines, c'est-à-dire qui ne sont pas digérées par l'intestin grêle. On les appelle aussi les carbohydrates non digestibles. Alors, les fibres naturelles sont exclusivement d'origine végétale, mais il existe aussi des fibres de synthèse. Et il y a une exception, c'est la lignine. C'est pas un sucre, c'est un polymère d'alcool. Les fibres sont classées en fonction de leurs propriétés physico-chimiques parce qu'elles déterminent leur effet physiologique. Donc, les effets qui sont essentiels, c'est la solubilité, la viscosité et la fermentabilité. Et ces propriétés, en fait, sont liées à la structure chimique des fibres. Vous voyez en haut à droite une molécule de cellulose qui est linéaire et ce qui la rend en fait rigide et insoluble. Alors qu'en dessous, on a une molécule de psyllium qui est ramifiée. Donc les parties hydrophiles de la molécule sont exposées, attirent l'eau et ça la rend soluble. On distingue donc deux grands groupes de fibres, ça vous le savez, les fibres insolubles et les fibres solubles. Alors les fibres insolubles, en fait, elles sont pas très intéressantes sur le plan physiologique parce qu'elles sont assez inertes. En fait, elles se comportent comme presque comme des microparticules de plastique. Mais elles sont extrêmement représentées dans le monde végétal. Donc, en fait, ça comprend la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Et la cellulose, en fait, c'est le composant principal des parois des cellules végétales. Donc, on les retrouve à peu près dans tous les végétaux. Et les autres fibres sont les fibres solubles. Donc, on en a toute une série qui sont aussi très présentes dans les fruits et les légumes. Alors, il y a un sous-groupe de fibres solubles qui est intéressant parce que l'origine est plus spécifique. Par exemple, les bêta-glucanes sont très présents dans les champignons. Les mucilages, on en trouve dans le plantain et dans les enveloppes des graines. Donc ça représente la répartition des fibres dans l'alimentation. Donc vous voyez qu'en fait en bleu et orange c'est les fibres insolubles. Elles représentent en fait 60 à 70% de la quantité totale de fibres qu'on mange. Les fibres solubles c'est uniquement 30 à 40%. Et c'est un peu dommage parce que c'est quand même les fibres solubles qui nous intéressent surtout. Ce diagramme représente en fait les fibres solubles en fonction de leurs deux caractéristiques propriétés physico-chimiques essentielles, c'est la fermentabilité et la viscosité. Donc les deux extrêmes, c'est donc en haut à gauche les FOS et les GOS, les fructo-galacto-oligosaccharides, qui sont très fermentables et très peu visqueux. Et en bas à droite, les mucilages qui au contraire sont très visqueux et très peu fermentables. Entre les deux, il y a toutes les autres fibres solubles. Alors, en fait, quels sont les effets physiologiques des fibres? Il y en a trois, surtout, qui nous intéressent. L'action sur le transit, donc l'action laxative, qui est liée essentiellement à la viscosité. L'action sur le microbiote, qui est essentiellement liée à la fermentation des fibres. Et l'action métabolique sur les glucides et les lipides, qui est liée également à la viscosité des fibres. Alors, l'effet laxatif, en fait, la qualité du transit, elle est intimement liée à la consistance, à la consistance des sels et à l'état d'hydratation des sels. Je vous rappelle que dans le sécom, les sels contiennent 90% d'eau et dans le rectum, 75% d'eau. Et donc, l'action des fibres solubles, visqueuses, non fermentables, par rapport au transit, c'est qu'elles protègent les sels de la déshydratation. En fait, elles forment un gel qui enrobe les sels et qui les protège de la déshydratation. Et il n'y a pas d'effet direct des fibres solubles sur la motricité digestive, mais c'est un effet indirect parce qu'en modifiant la consistance des sels, les sels sont plus sensibles aux ondes de propagation colique. Les fibres fermentables n'ont quasiment pas d'effet laxatif parce que, en fait, par définition, elles sont fermentées, donc elles disparaissent dans le côlon.
Et les fibres insolubles ont un effet laxatif, mais qui est un effet irritant en stimulant la sécrétion d'eau et de mucus. Ensuite, l'effet sur le microbiote, il est lié à la fermentation. Donc, les fibres, vous savez, sont dégradées par les bactéries coliques. Elles agissent comme des prébiotiques, en fait, qui multiplient les bactéries. Et donc, l'action des bactéries sur les fibres, ça s'appelle la fermentation saccharolytique. Donc, elles fermentent les fibres et ça donne comme métabolite du gaz et des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte sont très bénéfiques pour la santé de l'intestin et pour la santé tout court, en favorisant la croissance des colonocytes. Elles diminuent, donc comme c'est des acides, le pH du côlon et ça influe sur la croissance de certaines bactéries bénéfiques, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait une fermentation saccharolytique, donc des sucres, et une fermentation protéolytique, des protéines, en fait, qui sont en concurrence. Alors, les protéines qui sont dégradées, c'est celles qui n'ont pas eu le temps d'être absorbées par l'intestin grêle. Et donc, en fait, la fermentation protéolytique aboutit à des métabolites toxiques. Donc, plus on mange de fibres, plus on active la fermentation saccharolytique, et plus ça inhibe la fermentation protéolytique. Donc, le dernier effet qui nous intéresse, c'est l'effet métabolique, et qui est lié également à la viscosité. Alors ça, en fait, tout se passe au niveau de l'iléon terminal, que ce soit pour l'effet hypocholestérolémiant et l'effet sur la glycémie. En fait, l'augmentation de la viscosité du bol alimentaire et du contenu de l'intestin grêle, donc pour le cholestérol, ça diminue la réabsorption des sels biliaires dans l'iléon terminal, ce qui active la synthèse hépatique de bile à partir du cholestérol circulant, donc ça diminue le taux de cholestérol. Et ça, c'est surtout vrai quand on a une hypercholestérolémie. Pour la glycémie, c'est également la viscosité du bol alimentaire qui ralentit en fait la dégradation et l'absorption des nutriments dans le grêle. Donc il y a plus de nutriments absorbables qui arrivent au niveau de l'iléon terminal, et en particulier de glucose. Et là, ça déclenche une sorte d'alerte, en fait, sécrétion de GLP-1, qui est une hormone en fait hypolipémiante, et le mécanisme de l'iléal break, c'est-à-dire que c'est une sorte de rétrocontrôle de l'iléon sur la motricité digestive. Ça ralentit la vidange gastrique et le transit du grêle. Alors voilà, maintenant en pratique, en fait, dans notre pratique clinique, les fibres nous intéressent essentiellement dans 3 situations où on est amené à les prescrire: la constipation fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable et le syndrome métabolique. Alors c'est des situations extrêmement fréquentes, c'est des pathologies très très fréquentes. Voilà, donc on va commencer par la constipation fonctionnelle. Alors que nous disent les sociétés savantes? La recommandation de la Société française de coloproctologie, qui date de 2018, nous dit d'abord il faut dire à nos patients de manger des fibres. Je vous rappelle que donc, la teneur en fibres de l'alimentation qui est conseillée, c'est 25 grammes, 25 même à 30 grammes par jour, et que la consommation moyenne, c'est 15 grammes par jour. Donc il faut que les patients augmentent leur consommation de fibres de façon progressive pour que ce soit bien toléré, et en y associant une bonne hydratation. Et la deuxième recommandation, c'est la prescription de fibres. Donc, on peut utiliser en première intention des fibres dans le traitement de la constipation. Et on a le choix entre le psyllium ou le son de blé. Donc ça, c'était les recommandations françaises. Les recommandations américaines, elles sont plus récentes puisque c'est 2023. Elles disent à peu près la même chose, à ceci près qu'ils ne conseillent que le psyllium et pas le son de blé, qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. Et effectivement, quand on regarde cette revue de la littérature qui date de 2021, donc les auteurs ont pris toutes les études sur le traitement de la constipation fonctionnelle, que des études randomisées contrôlées, il y en avait 41. Et quand on fait un focus sur les études qui concernent les fibres, eh bien, on voit que la seule molécule qui est recommandée, en fait, c'est le psyllium, et que tout en bas, le son n'a pas fait la preuve de son efficacité. Et dans cette même revue de la littérature, quand on extrait les données sur l'utilisation des fruits, eh bien, on voit que tous les fruits qui ont été étudiés, là, c'était 6 études, ils sont efficaces sur le traitement de la constipation fonctionnelle. Donc, il y avait les kiwis, les mangues, les figues et les pruneaux.
Il y a une autre piste qui est intéressante, c'est les graines de lin. Là, c'est une étude qui date de 2020, qui est randomisée. Et en fait, ils ont comparé l'utilisation des graines de lin et du lactulose, donc le Dufalac. Et donc vous voyez, donc ils ont regardé la consistance des selles. À gauche, on a dans les deux groupes 80% des patients qui ont des selles dures, et à droite, dans le groupe graines de lin, 80% des patients ont des selles de consistance normale. Dans le groupe lactulose, 50%. Donc il y avait une efficacité plus importante des graines de lin que du lactulose. Donc alors que faire? Donc on peut utiliser en gros du psyllium, des fruits. Et c'est vrai qu'en consultation, on se pose souvent la question de savoir s'il vaut mieux donner un médicament, il vaut mieux donner des conseils alimentaires aux patients, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le mieux suivi comme traitement par les patients. Et donc là, c'est une étude qui a randomisé, qui a comparé en fait dans la constipation fonctionnelle les kiwis, les pruneaux et le psyllium. Alors les doses de kiwis, c'était 2 par jour. Les pruneaux, c'était 3 à 4 par jour, et le psyllium, c'est une dose de 12 grammes. Donc c'est une dose importante parce que dans les sachets de Spagulax, par exemple, effervescents, c'est 2 grammes de psyllium. Et en fait, donc les résultats sont équivalents dans les 3 groupes. Hein. Il y a une amélioration du transit dans les 3 groupes. Et ce qui est intéressant, c'est que les douleurs abdominales ne sont pas augmentées dans les 3 groupes, donc c'est bien toléré dans la constipation. Et il y a même une diminution des ballonnements dans le groupe kiwi. Donc le kiwi est presque mieux toléré que le psyllium et les pruneaux. Voilà, donc ça c'était pour la constipation. Maintenant, passons au syndrome de l'intestin irritable. Alors, comment utiliser les fibres dans le syndrome de l'intestin irritable? Les recommandations américaines qui sont assez récentes nous disent d'abord de tester le régime pauvre en FODMAP. Donc pour les fibres, ça veut dire diminuer ou arrêter les galacto- et fructo-oligosaccharides. Et puis, les recommandations nous suggèrent d'utiliser des fibres solubles dans le syndrome de l'intestin irritable. Alors, les fibres solubles, d'accord, mais lesquelles? Donc c'est la question du topo. Et en fait, dans le syndrome de l'intestin irritable, on a toujours peur que l'administration de fibres augmente les ballonnements, les douleurs abdominales des patients. Et donc en fait, ce schéma explique bien, je trouve, ce qu'il faut choisir comme fibre. En fait, vous voyez que les fibres qui sont très fermentables, elles fermentent dans le côlon proximal. Donc comme la pectine, les oligofructosaccharides, et en fait ça induit une distension colique qui donne des ballonnements et des douleurs abdominales. Voilà, donc ne pas utiliser des fibres très fermentables. Moins les fibres sont fermentables, en fait, plus elles fermentent doucement, plus elles sont dégradées loin en fait dans le côlon et ça donne moins de symptômes. Il y a une étude intéressante qui est randomisée, contrôlée, qui a été présentée au GIFOD il y a 2 ans, qui compare dans la constipation fonctionnelle et dans les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable avec constipation, l'efficacité du psyllium et des kiwis. Et en fait, il montre que les deux sont équivalents. Alors là, le psyllium était utilisé à faible dose. Donc l'amélioration du transit est la même dans les 2 groupes. Et puis, quand il regarde un score d'inconfort digestif, qui tient compte aussi des douleurs abdominales, des ballonnements, on voit que les 2 sont efficaces, donc diminuent les symptômes globaux du syndrome de l'intestin irritable, avec une efficacité plus importante un peu plus importante pour les kiwis. Alors, je voulais vous montrer juste les résultats de cette étude qui vient de l'équipe du professeur Herzberg et qui a été publiée en 2018 et donc dont les données en fait proviennent de la cohorte Nutrinet Santé. Donc, c'est une cohorte très 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 importante. Et en fait, donc c'est une étude rétrospective. Ils ont repris l'alimentation. En fait, ils ont comparé l'alimentation des patients avec l'intestin irritable et d'un groupe contrôle qui est fait de 34 000 patients. Donc c'est énorme. Et en fait, parce qu'ils se sont posé la question, et je
je trouve qu'on se demande aussi souvent, est-ce que finalement les symptômes dans l'intestin irritable, surtout l'intestin irritable avec constipation, sont liés à une carence en fibres. Et en fait, on se rend compte que non. En fait, dans les deux groupes, la consommation de fibres est certes basse, mais en fait, elle est la même qu'on ait un syndrome d'intestin irritable ou pas. Alors, pour finir, rapidement, quelques mots sur les fibres et le syndrome métabolique. Donc, vous avez compris que dans le syndrome métabolique, ce qui était intéressant, c'était les fibres visqueuses, parce que ça diminue, ça régule le poids, ça régule le taux de glycémie et de cholestérol. Les recommandations de l'OMS et de toutes les sociétés savantes dans le syndrome métabolique, c'est le régime méditerranéen, en partie parce qu'il est riche en fibres. Donc voilà, il faut conseiller aux patients ce régime méditerranéen. Juste une dernière étude qui a comparé en fait l'utilisation des graines de chia qui sont très 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 riches en mucilage et du son d'avoine chez les patients donc qui avaient un syndrome métabolique 1 et un diabète de type 2. Ils ont associé donc ce complément alimentaire à un régime hypocalorique et les patients qui mangeaient des graines de chia ont plus maigri que ceux qui mangeaient du son d'avoine, ce qui n'est pas étonnant puisque le son d'avoine finalement c'est des fibres essentiellement insolubles. Voilà, en conclusion, donc je crois qu'il faut peut-être bien évaluer la consommation en fibres de nos patients et ça peut-être on le fait pas suffisamment en ayant à l'esprit que en fait s'ils mangent 4 à 5 fruits et légumes par jour, eh bien, ça correspond à la quantité de fibres suffisante, donc 25 à 30 grammes par jour. S'ils ne mangent pas assez de fibres, il faut augmenter l'apport en fibres progressivement en y associant une bonne hydratation. Dans la constipation fonctionnelle, il faut prescrire soit du psyllium, mais à forte dose. Donc au moins 4-5 sachets de psyllium si c'est du psyllium effervescent ou alors des kiwis ou des graines de lin. Dans le syndrome de l'intestin irritable, on peut prescrire des fibres, ça augmente pas les ballonnements et les douleurs abdominales, mais si on choisit les bonnes, c'est-à-dire le psyllium et le kiwi. Et dans le syndrome métabolique, on peut donc faire un régime méditerranéen et on peut tester les graines de chia. Voilà, donc le grand gagnant, c'est quand même le kiwi. Voilà. Je vous remercie. Merci Muriel. Bien entendu des questions, j'espère. C'est un sujet d'actualité qu'on a régulièrement dans nos cabinets. Thierry. Oui, merci. Tu as dit que dans les graines de chia, il y avait pas mal de mucilage, donc on peut également leur conseiller de prendre des graines de chia en cas de constipation fonctionnelle, parce que c'est vrai que 5 sachets de spagulac, ça fait beaucoup. Autre chose, au niveau des graines de lin, il faut que ce soit écrabouillé, en poudre, combien de cuillères à soupe? Dans l'étude, c'était 50 grammes, et effectivement, c'était écrasé, et c'était en farine, en fait. C'est pas évident dans la consommation, mais voilà, ils l'ont testé de cette façon-là. J'ai une question simpliste là à te poser. Simpliste parce que je l'entends régulièrement à mon cabinet et je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que je peux associer ces fibres dont vous me parlez tout le temps, docteur, avec des probiotiques? Moi, je pense que oui. Ils ne seront pas de mal de toute façon, non, mais ça ne présente aucune utilité. Les probiotiques, disons que ça dépend quelles fibres, mais c'est vrai que les fibres très visqueuses qu'on utilise dans la constipation, elles fermentent pas, donc elles nourrissent pas le microbiote. Donc on peut. Il y a une dernière question là-bas. Moi, je vais faire juste un commentaire. Merci Muriel. Le psyllium, c'est un super médicament, mais souvent en rupture de stock là dernièrement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu leur dis d'aller acheter du psyllium blond et si oui, comment tu le prescris? Alors, effectivement, c'est vrai que c'est problématique. Et je pense qu'on peut le remplacer par les kiwis. Voilà. Par les kiwis ou les figues ou les pruneaux, enfin, voilà. Ouais. Mais c'est vrai, bon, après, le psyllium, tous les types de psyllium ont le même effet, en fait. Hein. Donc, ils peuvent aussi prendre du psyllium blond. Mais il faut garder à l'esprit que, voilà, il faut des grosses doses, plus de 10 grammes par jour, pour être efficace. Merci pour ce résumé. Une question de botanique. La différence entre psyllium et ispagule? C'est pareil. C'est pareil. En fait, c'est la même molécule. Et ça vient au départ, ça vient du plantain.
plantain, c'est une mauvaise herbe en fait. On en a partout, qui a plein de vertus d'ailleurs. Un dernier commentaire. Non, c'est juste un commentaire Karine. pédiatrique. Il faut savoir que dans le traitement de la constipation chez l'enfant, le rajout de fibres n'est pas nécessairement efficace. On va rééquilibrer l'alimentation, mais pour nous, le principal traitement, c'est le macrogol. Et dans nos recommandations, on rééquilibre l'alimentation, mais de rajouter des fibres ne marche pas très bien chez l'enfant. Merci Muriel.